d'alimentation que je vais vous présenter cet objet insecte, puisqu'en fait on va autant parler d'alimentation animale que d'alimentation humaine. Donc le visuel que vous avez là représente sans doute pas la nourriture de l'avenir, et à moins d'avoir envie de croquer dans quelque chose qui fait peur, ça va pas être très très nourrissant. Si ça marche, c'est mieux. Ça marche pas, tant pis. Donc moi je suis enseignant-chercheur à l'IRBI. L'IRBI, c'est l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte. Là vous avez un visuel de notre façade. On est situé dans un parc qui s'appelle le Bois de Grandmont, qui est au sud de Tours, sur la commune de Tours. Et dans ce laboratoire, vous avez une soixantaine de personnes qui étudient les insectes. Alors c'est pas ce qu'on appelle des entomologistes au sens ancien du terme, dans le sens où un entomologiste va plus être sur le terrain, reconnaître, inventorier les insectes, et ensuite éventuellement le mettre dans un musée pour qu'il serve de référence à nommer d'autres types d'insectes qui y ressemblent. Nous, on a dans notre laboratoire des chimistes qui étudient ce que les insectes produisent comme molécules pour communiquer entre eux. On a des physiciens qui étudient la manière dont les insectes interagissent avec leur milieu, que ce soit par exemple avec l'eau pour les insectes aquatiques ou que ce soit avec l'air pour les insectes aériens. On a des biologistes dont je fais partie, dont certains étudient l'immunité des insectes, la manière dont les insectes se protègent vis-à-vis des bactéries, des virus. D'autres étudient la reproduction, c'est mon cas, moi j'étudie la reproduction des insectes. Et puis certains étudient d'autres paramètres, la nutrition, la génétique, etc. Et donc là, vous voyez quelques illustrations de ce qu'on fait dans notre laboratoire. Et dans notre laboratoire, on a ce qu'on appelle un axe transversal, dans lequel tous ceux qui veulent participer participent. Donc ça veut dire qu'en plus de leurs activités de recherche, ils peuvent discuter et mener des recherches sur ce thème-là. Cet axe transversal s'appelle stratégie alimentaire et sanitaire pour demain, avec comme sous-titre les insectes comme source de nourriture animale et humaine, c'est dans ce dont on va parler aujourd'hui, et un gros volet qui nous préoccupe aussi, c'est ce qu'on appelle l'entomoconversion. L'entomoconversion, ça veut dire la manière dont on peut convertir quelque chose en insecte. Alors c'est pas du tout la pierre philosophale, l'alchimie ou autre, c'est transformer des déchets en quelque chose qu'on peut valoriser derrière. Vous connaissez sans doute les composts. La plupart du temps, un compost, ce sont des lombrics, donc des vers de terre qui agissent dedans. Les vers de terre ne sont pas des insectes. Ça peut être des cloportes. Les cloportes sont des crustacés. Ce ne sont pas des insectes non plus, plus apparentés aux crevettes, aux homards, etc. Mais les insectes, les larves d'insectes en particulier, sont capables de transformer la matière organique. Donc quand vous avez des peaux d'orange, des croûtes de camembert et des épluchures de bananes, vous pouvez mettre ça au fond de votre jardin et ça peut être les insectes qui transforment. Donc c'est ce qu'on appelle l'entomoconversion. Et en ce sens-là, l'utilité des insectes se retrouve à ce niveau-là aussi, puisque l'entomoconversion permettrait de transformer des déchets en quelque chose qu'on pourrait utiliser, nous les humains. Voilà. Donc les insectes, c'est quoi? Dire un insecte, c'est comme dire un mammifère. C'est-à-dire que c'est aussi varié que ce qui peut exister chez les mammifères. Une taupe et un dauphin, par exemple, appartiennent aux mammifères. Ben, les insectes sont aussi variés que ces groupes-là. Donc là, vous avez des exemples de ce qu'on appelle une radiation adaptative. On imagine qu'il n'y a qu'un seul ancêtre des insectes. Il y a à peu près 400 millions d'années. Il y a quelque chose qui s'est mis à peut-être sortir de l'eau, on ne sait pas trop, et qu'on pourrait maintenant nommer un insecte. Et à partir de cet ancêtre commun, tous les insectes qui existent sur Terre sont apparus progressivement. 400 millions d'années, ça commence à faire long quand même. Ça ne s'est pas fait en 5 minutes. Et donc, on parle de la classe des insectes qui appartient à l'embranchement des arthropodes. Nous, on appartient à l'embranchement des chordés. Donc on ne le sait pas forcément, on est des vertébrés, mais les vertébrés appartiennent à l'embranchement des chordés. Et donc il y a 400 millions d'années d'évolution. Et à ce moment-là, nos ancêtres à nous, c'était des genres de poissons, des trucs qui ressemblaient à des poissons et qui sortaient à peine de l'eau. Donc évidemment, les humains étaient très très loin de cette apparition des insectes. On dit que c'est un groupe monophylétique et on les reconnaît par des caractères communs positifs, un corps en 3 parties, une seule paire d'antennes, alors que les crustacés en ont 2, 3 paires de pattes, alors que les araignées, par exemple, les scorpions en ont 4, et puis 2 paires d'ailes. Alors 2 paires d'ailes qui sont quelque chose qu'on retrouve chez certaines formes d'insectes. Quand vous pensez aux fourmis, par exemple, les fourmis n'ont pas d'ailes, mais parce que ce sont les ouvrières, alors que les reproducteurs, qui sont les mâles et les femelles, les fameuses fourmis ailées qu'on voit 1 ou 2 fois par an, eh bien, eux ont des ailes. Donc c'est une caractéristique des insectes qu'il y ait au moins un des stades qui ait 2 paires d'ailes. Et puis une colonisation de presque tous les milieux terrestres, on met presque parce que y a des endroits où on n'en a pas encore trouvé, dans les très hautes montagnes ou tout au fond des mers, mais en gros on trouve des insectes un peu partout. À titre de comparaison entre
les insectes et les autres espèces animales, donc ce qu'on appelle la biodiversité. Vous avez un cercle là qui représente toutes les espèces animales qu'on connaît actuellement avec le nombre d'espèces. Vous voyez que les mammifères, c'est même pas marqué, parce que les mammifères, il y a à peu près 7 ou 8 000 espèces qui sont décrites, alors que les insectes, il y en a 1,05 million. Donc si on l'écrit de la même manière, ça fait des choses qui sont très très différentes. Et vous voyez que dans cette biodiversité animale, les insectes représentent la partie la plus importante. Hop, ça ne veut pas passer. Donc on compte 1,3 million, là il y a 1,05 million, bon, je vous avoue que je ne les ai pas comptés, hein, d'espèces qui sont décrites actuellement. On découvre près de 10 000 nouvelles espèces par an, et les scientifiques estiment qu'il y en aurait entre 5 et 80 millions. Alors la notion d'espèce, il faut la comprendre dans le sens définition moderne, c'est-à-dire que ce sont des animaux qui vivent en même temps, au même endroit, et qui sont capables de se reproduire entre eux et d'avoir une descendance fertile. Et toute cette notion-là évolue en fonction des découvertes qu'on peut faire. Vous allez dans les musées, vous récupérez les collections de Linné, par exemple, qui est l'ancêtre, on va dire, de la classification, ou au moins de la nomenclature des animaux, et vous découvrez qu'il a nommé une espèce, en fait quelque chose qui correspond à 8 espèces différentes. Donc il y a aussi ça, hein, qui intervient sur cette diversité des espèces. Mais en gros, il y a beaucoup d'insectes et beaucoup de diversité d'insectes. On estime que 55% de la biodiversité des espèces, 85% de la biodiversité animale, c'est ce que vous avez sur le graphe de gauche, sont des insectes. Il y aurait 10 puissance 19, c'est 10 milliards de milliards d'individus vivants en même temps sur la Terre. Ça ne veut pas dire qu'il faut les écraser, hein, mais ça veut dire qu'il y en a quand même beaucoup si vous commencez à mettre des pièges un peu partout. Et la biomasse totale des insectes, ça c'est quelque chose qui est peu communiqué. Ça fait à peu près 300 fois la biomasse humaine. Ça veut dire que si vous pesez tous les insectes qui vivent actuellement, vous aurez 300 fois le poids cumulé des humains et 4 fois celle des vertébrés, en comptant les baleines et même les animaux domestiques dedans. Donc là, on en découvre tous les jours. Donc je vous ai mis une photo d'insecte. Bien entendu, c'est une boutade. Quand il y a des enfants, ça les fait beaucoup rire. Où est l'insecte là-dedans? C'est un insecte record qu'on a découvert il n'y a pas tellement longtemps. Et cet insecte, il est là. Alors évidemment, vous ne le voyez pas. C'est un pou. Et c'est un pou qui vit sur les éléphants de mer. Et l'éléphant de mer, c'est un des mammifères qui plonge à la plus grande profondeur. Et donc, ça veut dire que c'est un insecte qui réussit à résister à une pression de 1500 mètres à peu près de profondeur. Vous savez que dans la mer, à partir de à peu près 20 mètres, on ne voit plus rien. Donc vous imaginez ce que ça donne au fond. Et donc, l'insecte en lui-même, alors ce n'est pas celui-là, là je vous ai mis un pou humain, mais cet insecte-là, le pou de l'éléphant de mer est capable de résister à des pressions énormes. Et nous, en tant que biologiste des insectes, il nous sert aussi de modèle pour savoir comment on peut résister à des très fortes pressions, sachant que les insectes, contrairement à ce qu'on voit ici, là, parce que là c'est un pou qui a sucé du sang humain, c'est pour ça qu'il est rouge, les insectes n'ont pas de sang, et que donc c'est l'air qui arrive directement à leurs organes. Donc pour faire arriver de l'air sous pression aux organes, c'est super compliqué. Donc ça nous sert aussi de modèle à ce qu'on peut faire en termes de physiologie, ce qu'on peut faire nous les humains, pour pouvoir résister à des pressions si fortes et transporter de l'air à ces pressions-là. Donc voilà un exemple d'insecte qui a été découvert il n'y a pas longtemps et dont la physiologie est récemment décrite. Donc chez les insectes, la particularité, c'est que la larve est différente de l'adulte. Quand vous achetez des vers pour la pêche, alors ils n'ont pas toutes ces couleurs-là, hein. Ça c'est pour faire joli qu'on leur a donné à manger des colorants différents. Mais en fait, si vous laissez les individus éclore, une fois que l'insecte s'est transformé, que la larve s'est transformée en adulte, en passant par un stade intermédiaire qui s'appelle la pupe, qu'on devine ici ou ici, hein, eh bien ça peut vous donner différentes espèces de mouches qui sont toutes des mouches à viande. Donc ça, c'est des mouches que je vous déconseille de laisser sur le fromage, le gâteau, etc. On parle de mouches à mais en fait non, c'est pas des mouches à ce que vous pensez, c'est des mouches à viande. Ça veut dire que forcément, quand vous avez une mouche comme ça qui vient chez vous, elle sort d'un cadavre. Elle sort d'un cadavre de souris, elle sort d'un cadavre de hérisson, de mésange, de ce que vous voulez, mais elle sort d'un cadavre. Donc moi, je vous déconseille, toutes ces mouches brillantes, plus la mouche à damier, je vous déconseille de la laisser se poser sur la nourriture. Et donc la larve est différente de l'adulte, donc on a un cycle de vie qui comprend un adulte, c'est le stade qui se reproduit et qui ne grandit plus, ça c'est l'adulte. Certains insectes ne sont jamais adultes, comme les fourmis, les abeilles, puisque leurs organes de reproduction ne se développent pas, au moins pour les ouvrières. Certains adultes ne sont pas adultes, on a certaines formes qui sont prépubères, ça veut dire qu'on a l'équivalent d'un adolescent.
quand vous avez une menthe religieuse qui se promène dans votre jardin la plupart du temps. Si elle n'a pas l'abdomen qui est très gonflé, ça veut dire que ses œufs ne sont pas matures, donc elle n'est pas en train de se reproduire, de pouvoir se reproduit plutôt à l'automne. Certains insectes sont climatères. Climatère, c'est le mot scientifique pour dire ménopause. Ça veut dire qu'ils ont déjà pondu, ils sont déjà reproduits, et puis ils ne servent plus à grand-chose, mais ils sont toujours vivants. Donc ça, c'est des choses qu'on étudie aussi dans notre laboratoire. Et puis, qu'est-ce que j'ai mis en dernier ? La larve peut vivre à l'intérieur de la nourriture. Et à ce moment-là, on appelle ça le substrat. Et ça, c'est un paradigme qui est important parce que quand on veut comparer les élevages d'insectes, donc quand on parlera après aux élevages de vaches, de poulets, etc., pour l'instant, on n'a pas d'animal d'élevage qui vit à l'intérieur de sa nourriture. Même les poissons vivent dans l'eau, mais ils ne vivent pas dans la nourriture. Et donc ça nécessite un effort intellectuel et un dépositionnement par rapport à ce qu'on connaît dans les élevages d'animaux classiques. Donc le cycle biologique, c'est la femelle pond des œufs. Ensuite, ces œufs se développent sous forme de larves. Ces larves deviennent un stade de transition qu'on appelle le stade prépupal, et ensuite le stade pupe, qui est le stade de métamorphose, pendant lequel l'insecte se transforme en adulte. Chez le papillon, ça s'appelle la chrysalide. Ça peut avoir des noms différents selon les insectes. Ça, c'est ce qu'on appelle un insecte à métamorphose complète, et un insecte holométabole, on appelle ça comme ça. Il y a aussi des insectes à métamorphose incomplète, ça veut dire que le jeune ressemble à l'adulte. Dans le cas des criquets, par exemple, vous avez une croissance au fur et à mesure. Vous connaissez dans votre jardin les gendarmes, qui sont en fait des punaises qui grandissent aussi au fur et à mesure. Donc il y a deux types de développement qu'on va retrouver chez les insectes. Et si je vous dis ça, c'est que dans la production pour l'alimentation, que ce soit des humains ou des animaux, c'est le stade des larves qui est le plus intéressant. Parce que dans cet exemple que vous avez ici, de la mouche soldat, vous avez des larves qui peuvent peser jusqu'à 200-300 mg. Alors 200-300 mg, ça ne fait pas beaucoup. Vous imaginez qu'il en faut beaucoup, mais pour avoir une masse, alors que l'adulte fait 50 mg. Ça veut dire qu'il y a une perte de poids énorme au moment de la métamorphose et que la plupart du temps, l'adulte n'est pas intéressant parce qu'il contient beaucoup moins de matière nutritionnelle que les larves. Et ça, c'est classique. Alors, l'animal le mieux connu est un insecte, c'est Drosophila melanogaster, qu'on appelle la drosophile, une petite mouche de vinaigre découverte dans les années 1920, et pour laquelle on a transposé quasiment toutes les fonctions physiologiques des humains sur des caractères génétiques qu'on peut observer chez les mouches. Ça veut dire que par le biais de l'ADN, qui est représenté ici, on sait regarder les gènes qui contrôlent le système d'excrétion, le système de circulation ou des muscles squelettiques et retrouver son analogue chez les humains. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les drosophiles pour en fait avoir des modèles humains. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que quand on entend quelqu'un parler de ses travaux sur les drosophiles, il se pose souvent la question de savoir si c'est vrai chez les insectes, sans se rendre compte qu'il a travaillé lui-même sur un insecte. Donc ce n'est même pas considéré comme un insecte ou comme un modèle d'insecte, c'est considéré comme un modèle humain. C'est chez la drosophile qu'on a découvert tous les gènes qui étaient les gènes du développement. C'est chez la drosophile qu'on a mis au point tout ce qui était. Ici, vous avez les séquences qui transforment, les séquences biochimiques qui transforment l'alimentation en réserve de graisse à l'intérieur du corps des drosophiles. Donc c'est compliqué chez les drosophiles, c'est compliqué chez les humains, c'est pas plus compliqué chez l'un chez l'autre, mais ça sert de modèle. Et si je vous dis ça, c'est qu'en fait, ça fait très longtemps qu'on utilise ces modèles-là comme étant des modèles pour faire avancer la science dans d'autres types de connaissances que la science entomologique. Alors, ce qui est tout nouveau, tout beau, on en parle depuis une dizaine d'années, c'est les fermes d'élevage d'insectes, qu'on peut appeler usines quand on a envie de faire peur aux gens, qu'on peut appeler ferme quand on a envie de faire un petit peu liant au sol et compagnie. Bon, en gros, pour moi, de loin, ça ressemble plus à des usines qu'à des fermes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, c'est une question qu'on se pose sur le développement de ce type de filière. Est-ce que ça va se développer sur un développement fermier ou est-ce que ça va se développer sur un développement usine, de type usine? En gros, vous savez qu'il y a des licornes françaises qui sont des startups qui récupèrent des fonds. Il y en a 50 qui ont été déclarées comme étant des licornes en France. Et parmi ces 50, il y en a 2 qui produisent des insectes. Une société qui s'appelle Insect, qui est celle qui est à gauche, et une société qui s'appelle Innovafeed, qui est celle qui est à droite. Dans les serres que vous avez là, vous avez tous les adultes reproducteurs de la mouche soldat noire qui est ici. Et donc, c'est une nouvelle mode. C'est peut-être pour ça que je suis là aujourd'hui d'ailleurs avec vous, parce qu'on n'en parlait pas il y a une dizaine d'années. C'est quelque chose qui fait parler, que les journalistes aiment beaucoup raconter, parce que les gens ont l'impression qu'ils vont manger des trucs grouillants, vous savez, à la Fort Boyard, etc. Donc, autant en parler directement, peut-être avec des mots un peu plus scientifiques, que de laisser les choses se raconter dessus.
Quand on prend la nourriture en général, que ce soit la nourriture par les insectes ou la nourriture de nos filières d'alimentation, on a l'habitude de raisonner en termes de développement durable, vous avez peut-être déjà entendu ça, dans laquelle on met 3 dimensions qui s'équilibrent entre elles, qui sont la dimension écologique, l'interaction avec l'environnement, la dimension économique, ça doit rapporter des sous parce que sinon ça ne peut pas être durable, et la dimension sociétale, ça doit être accepté par la société. Peut-être que l'alimentation par les insectes, c'est sur le côté sociétal qu'il y a le plus de, peut-être pas de problème, mais au moins d'interrogations. Donc économique, vous devez avoir une production rentable et puis basée sur une économie circulaire. Pourquoi ? Parce qu'on estime que, c'est pas moi, hein, c'est la société en général et le monde politique, estime que introduire une nouvelle alimentation à partir de quelque chose qui n'existe pas et donc créer une nouvelle filière qui épuiserait à nouveau les réserves agricoles, etc., ce ne serait pas durable. Donc on va la baser sur l'économie circulaire. On va avoir quelque chose qui est bon pour la santé, mais en même temps qui est apprécié. Bon, c'est là qu'on peut un petit peu avoir des problèmes. Et puis, on va avoir quelque chose qui doit épargner les ressources en termes de prélèvement sur l'environnement et limiter les rejets, parce que ça, de toute façon, c'est obligatoire. On l'impose aux nouvelles filières agricoles, aux filières agricoles existantes. Il n'y a pas de raison qu'on ne l'impose pas aux filières agricoles émergentes. Donc, je vais vous présenter une petite révolution qui a eu lieu dans les années 96-2000. J'ai regardé les panneaux par ici, ça n'en parle pas. C'est la crise de la vache folle. La crise de la vache folle a complètement révolutionné notre rapport, nous les Européens, par rapport à l'alimentation. Ça n'a pas du tout été perçu de la même manière dans le reste du monde. Quand j'ai des collègues qui viennent d'Inde, du Vietnam ou d'Afrique, ils nous disent « mais vous marchez sur la tête ». Et à partir du moment où on a créé la crise de la vache folle, on a affecté de manière quasiment définitive tout ce qui était introduction dans l'alimentation animale, des protéines, mais aussi des graisses et aussi des minéraux. Pourquoi des minéraux ? Parce qu'à l'époque, avant la crise de la vache folle, on pouvait utiliser par exemple du phosphore et du calcium qui provenaient du squelette d'autres animaux. On séchait tout ça, on faisait de la poudre, et au lieu d'aller chercher du phosphore et du calcium dans la nature, on utilisait ça en économie circulaire. Depuis la crise de la vache folle, qui était une contamination des filières alimentaires par des produits qui avaient mal été fabriqués et mal été introduits dans l'alimentation des animaux d'élevage, on a supprimé tout ça. Donc depuis ce moment-là, il y a une loi européenne qui est décidée par une agence européenne qui s'appelle l'EFSA, l'agence de Food Safety, hein, si vous préférez parler anglais. Et cette agence-là définit une liste positive des matières premières qu'on a le droit d'utiliser dans l'alimentation des animaux d'élevage. Et si je vous dis ça, c'est que les insectes n'y étaient pas jusqu'à peu de temps. Ça veut dire que les insectes sont considérés, et c'est à juste titre, comme des animaux. Et comme on supprime toutes les matières animales de l'alimentation des animaux d'élevage, on n'introduit pas les insectes non plus. Même si à cette époque-là, on n'en parlait pas. En Europe, en 1996-2000, les insectes, à part les écrabouillés, vous savez, c'était l'époque des publicités avec le bégon vert et le bégon jaune. Un insecte, c'était forcément une peste. Hein. C'était forcément quelque chose de nuisible. Donc la révolution pour l'alimentation animale, c'est que tous les animaux sont devenus végétaliens. Ceux qui sont naturellement des animaux qui mangent de l'herbe, donc des herbivores, végétariens, c'est à peu près normal. C'est peut-être un retour aux sources, sauf que dans la nature, une vache mange son placenta. Donc elle peut aussi croquer des escargots ou autre chose. Mais on supprime complètement. Et puis des animaux qui sont des animaux omnivores, bah, eux, on leur supprime aussi cette nourriture d'origine animale. Et là, c'est un peu plus compliqué, parce que pour un poulet en croissance, par exemple, ça pose le même problème que pour un enfant de 7-8 ans. Nourrir un enfant de 7-8 ans avec que du végétal, c'est compliqué, c'est voire même dangereux. Nourrir un poulet en croissance avec que du végétal, c'est compliqué, voire même dangereux. Et pareil pour les porcs. Et donc, à ce moment-là, on a vu apparaître un nouveau truc qui était formidable, c'est le soja. Le soja et l'huile de palme. L'huile de palme, on n'en parlait pas non plus avant les années 90-96. Alors l'huile de palme a été complètement phagocytée par la cosmétologie. Tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est rouge à lèvres est devenu végétarien à ce moment-là. Et l'huile de palme s'est introduite énormément dedans. Et puis elle s'est développée à ce niveau-là. Et là, vous voyez plutôt la culture de soja. Donc le soja, ça paraît assez innocent. C'est la plante qui est en haut à gauche, là, les petites graines. Souvent, ça n'arrive pas comme ça en France. Ça arrive sous forme de tourteau de soja. Ça veut dire qu'on a enlevé l'huile. Au Brésil, aux États-Unis ou en Argentine, on a enlevé l'huile. Ça veut dire qu'on ne transporte que la matière protéique, c'est beaucoup plus pratique. C'est digestible, c'est équilibré, c'est disponible, parce qu'on peut en acheter n'importe quand. On n'a même pas besoin de le stocker chez nous. Hein. On téléphone à Pedro, excusez-moi, on téléphone à notre copain brésilien, il nous en envoie un bateau, une semaine après, il arrive en Europe, et c'est formidable, on a 30 000 tonnes. Il est disponible, il est sécurisé. Alors, il est sécurisé parce qu'il a été chauffé.
Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de bactéries à l'intérieur, ça c'est très pratique. Et en même temps, il est sécurisé parce qu'il est très homogène. Donc comme il est très homogène, c'est assez pratique, plutôt que d'avoir la culture de gauche qui est un petit peu jaunasse, celle de l'autre qui est un petit peu orange, qui ont des valeurs digestives différentes. Là, c'est toujours pareil. Et puis, il est végétal. Et c'est quand même fantastique d'avoir un produit végétal. Alors après, je ne vous ai pas fait la liste de ce qu'on reproche au soja, surtout en ce moment. Là, vous avez un champ de soja, donc c'est 3 cultures par an. Là, vous avez les moissonneuses. Là, vous avez le chef, sans doute, hein. Il doit être dans la camionnette blanche. Et derrière, vous avez les semoirs. Donc, vous voyez, l'interculture, c'est ça. Ça dure pas très... Et avant, il y a 20 ans, là, il y avait la forêt amazonienne. Bon, je ne fais pas le détail, d'accord? Donc maintenant, depuis une dizaine d'années, on essaye de substituer le soja. Et c'est là-dessus que se placent le mieux les insectes, comme substitut du soja dans l'alimentation des animaux qui ont besoin de produits animaux pour se nourrir. Alors ça a fait des contraintes énormes sur l'alimentation animale, ça les a fait progresser énormément. Moi, ça a été aussi mon fonds de commerce puisque je m'occupe aussi d'une formation en nutrition animale. Et donc, ça a permis d'avoir énormément de choses qui se sont mises sur ce qu'on appelle les formules, la manière d'associer les matières premières entre elles. Mais bon, le but du jeu, c'était pas ça. Le but du jeu, c'était d'avoir du végétal qui remplace l'animal pour ce qui est, au moins, répondre à la crise de la vache folle. Donc, des filières qui sont des filières de production animale qui sont organisées comme ça. Si on retrouve les humains, hop là, c'est pas très important. Je voulais vous le montrer parce que tout à l'heure, je vous montrerai la même avec les insectes. On a du végétal qui est cultivé, qui est plus ou moins transporté, plus ou moins manufacturé, qu'on va donner à manger à nos animaux d'élevage en nourriture exclusive pour les porcs, par exemple, ou en nourriture complémentaire pour les vaches. Parce qu'il ne faut pas oublier que une vache, ça mange de l'herbe. Hein, tout le monde dit oui, ça mange des farines de viande et tout. Non, ça mange de l'herbe, une vache. Hein, donc ça mange de l'herbe. Et ensuite, un transport et de la manufacture aussi pour ces produits animaux, évidemment des produits végétaux qui arrivent aussi sur les humains, et ça arrive dans l'alimentation humaine. Donc des filières qui sont décrites actuellement, qui marchent assez bien, pour lesquelles on a tout ce qui est la durabilité qu'on a vu tout à l'heure, hein, l'impact social, l'impact économique, etc., qui est plus ou moins bien fait. Après, il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord, mais en gros, on sait à peu près ce qu'on fait. Hein, on sait à peu près ce qu'on fait. Si je vous dis dessinez-moi une ferme, je pense que vous arriverez à le faire. Alors que dans le cas des insectes, ça peut être un peu plus compliqué. Donc on a des lois qui s'appliquent à presque tous les animaux. Les lois qui disent que les animaux ne peuvent pas manger des produits de type insectes, hein, qu'on appelle les invertébrés terrestres morts. Vous voyez, quand ils sont vivants, on avait le droit de leur donner. Heureusement, parce que les poules qui vont à l'extérieur, les poules bio par exemple, on n'allait pas leur mettre une muselière ou leur faire recracher à chaque fois qu'elles mangeaient un insecte. Donc heureusement, c'était autorisé. Peut-être que le grand public ne le savait pas. Il disait, je mange un œuf bio d'une poule qui a mangé que du végétal, mais ce n'était pas vrai. Par contre, les invertébrés terrestres morts, on n'avait pas le droit, sauf pour les poissons d'élevage, puisque ce sont des carnivores stricts, et pour les animaux de compagnie. Et on avait le droit de le faire pour les animaux de compagnie, qui sont des animaux qu'on ne mange pas, mais les animaux de compagnie, il ne faut pas oublier que la législation de leur alimentation dépend de l'alimentation animale, ne dépend pas de l'alimentation humaine. Même si on essaye de vous faire croire que c'est aussi bon que le yaourt, les céréales de petit déjeuner, etc., ça reste du granulé qui est fabriqué selon le même principe que l'alimentation animale, avec les mêmes lois. Donc, on va dire que les insectes, jusqu'à récemment, étaient interdits dans l'alimentation des animaux qu'on mange ou dont on mange les produits. Et puis, ils étaient permis chez les poissons, avec cette grande parenthèse des poissons, et chez les animaux de compagnie. Et puis, il y a eu des essais qui ont été faits à partir du moment où certaines fermes se sont mises à produire des insectes. Des essais qui ont été faits chez les poissons, donc chez les truites en particulier, dans le nord de la France, avec des insectes en remplacement. Alors, dans le cadre des poissons, il y avait une dérogation, c'est-à-dire que les poissons étaient nourris avec des poissons. Et pour faire 1 kilo de poisson d'élevage, il vous fallait 4 kilos de poissons sauvages. Et c'était des poissons sauvages qui étaient impropres à la consommation humaine, souvent parce qu'ils étaient trop petits. C'est quoi un poisson trop petit? C'est un bébé grand poisson. Vous imaginez un petit peu le truc. Donc ce qu'on appelle le fish meal, hein, qui est la farine de poisson, si on continue comme ça, dans 10 ans, on n'en aura plus. Donc il faut aussi trouver un substitut à ça. J'aurais pu vous faire le même couplet que pour le soja, mais avec le poisson. Donc il y a des essais qui ont été faits sur des poissons. La première chose que les gens ont vérifié, c'était si ça ne donnait pas un mauvais goût à la chair de poisson. Parce que ce qui donne le goût à la chair de poisson, c'est le gras qu'il y a à l'intérieur. Et le gras des insectes n'est pas du tout le même que le gras des poissons. Donc il peut y avoir une différence à ce niveau-là. La couleur, ça on la maîtrise à peu près. C'est le cas des truites,
on rajoute le truc qui va bien pour que ce soit bien orange. Et puis il y a des essais qui ont été faits en volaille sur des poulets. Alors ça c'est un coq et une poule, mais ça n'a pas été du tout été fait là-dessus. Ça a été fait sur des poulets en croissance. Et puis ça a été fait aussi sur des porcs. Alors le but c'était de savoir si les animaux étaient capables de le manger, s'ils ne ressentaient pas un goût différent quand on leur donnait des insectes. Et puis si on était capable de l'incorporer dans la chaîne de fabrication, c'est-à-dire de le faire rentrer dans une usine d'aliments du bétail pour lui faire subir les mêmes traitements. Parce que s'il avait fallu construire des usines spécifiques pour transformer les insectes pour l'alimentation animale, de toute façon, la réponse aurait été non, ce n'était pas rentable. Il fallait que ça reste une matière première comme les autres, que ça se traite un peu comme du soja, en quelque sorte. Voilà. Donc pour l'instant, tous les feux étaient verts. Les poulets ont été vendus chez Auchan dans le nord de la France. Le porc a été vendu et transformé. Il s'est bien transformé. Vous savez que le porc s'est souvent transformé en charcuterie. La charcuterie s'est bien transformée. Donc, en gros, feu vert pour l'alimentation par les insectes avant que ce soit autorisé. Ces essais-là ont été faits avant que ce soit autorisé en alimentation humaine, en alimentation animale. Alors, en fait, dans l'alimentation des animaux d'élevage et des humains, on a deux gros candidats qui remplissent presque toutes les conditions qu'on a vues au fur et à mesure. Ça veut dire qu'ils peuvent être cultivés ou élevés sous forme d'économie circulaire. Ils sont acceptés au moins par les animaux d'élevage. Il faut dire qu'on ne leur demande pas leur avis, voire même, ça leur plaît. Et acceptés aussi dans les produits issus des animaux d'élevage. Les œufs n'ont pas des goûts parasites, etc. Et il y en a un qui est autorisé en alimentation humaine, c'est celui-là. Donc le ver de farine Tenebrio molitor, c'est celui que vous avez vu sur ma première diapositive, qui est élevé principalement sur des résidus de farine et de meunerie. Alors c'est pas des moulins comme ça, hein, c'est des moulins industriels, et qui a une particularité, c'est que c'est considéré comme nuisible. Ça veut dire que c'est un animal qui, lorsqu'il se retrouve dans des maisons, justement dans des meuneries, dans des élevages ou autres, on va chercher à l'éliminer. Alors, c'est pas pour ça qu'on va dire, puisqu'on va chercher à l'éliminer, en fait, on va le collecter et ça va être bien parce qu'on va pouvoir le manger, parce que c'est pas les mêmes. Mais ça veut dire qu'on le connaît bien. Ça veut dire que ça fait une vingtaine d'années qu'il est étudié. On sait quelle est la durée de son cycle, on sait à quelle température il est sensible. Et donc, c'est un animal qui, finalement, a une sorte de pédigré, au moins scientifique. Donc ça, c'est le ver de farine. Donc c'est celui dont les larves ont des formes de vers. Ce n'est pas des vers, en fait, c'est des larves de coléoptères. Et l'adulte ressemble à ça. L'adulte est lucifuge. Ça veut dire que dès que vous allumez la lumière, il se planque. Donc on croit qu'il n'y en a pas. Et puis, comme dans les mauvais films de science-fiction, on éteint la lumière. À ce moment-là, il y en a partout. Il vole, mais bon, il n'aime pas tellement voler. Et il vit sur des produits secs. C'est pour ça que j'ai appelé le sec et l'humide. C'est des produits qui sont des produits stables à température ambiante. Ça veut dire qu'ils ne vont pas moisir. Et puis de l'autre côté, vous avez la mouche soldat noire. La mouche soldat noire qu'on étudie beaucoup dans notre laboratoire, qui s'appelle Hermesia illucens parce que ça brille, qui vit, elle, sur des substrats qui sont des substrats humides, 60-70% d'humidité. Donc c'est des substrats en décomposition, en cours de décomposition, de type compost. La larve est presque magique, dans le sens où de l'œuf que vous ne voyez même pas à l'œil nu, jusqu'à une larve qui ressemble à un asticot de pêche, voire même un peu plus gros, il peut s'écouler que 14 jours. Donc ça va très très vite. Autant lui, il lui faut 2 mois pour grandir, autant là, vous avez 14 jours. Donc ça va très vite. Ça veut dire que c'est une mouche dont les larves sont capables d'absorber des coproduits humides des industries agroalimentaires. Et en particulier, on va dire la reine du coproduit humide, c'est la drêche de brasserie. Pour faire de la bière, vous faites fermenter des céréales. Vous cassez des céréales, vous les broyez, vous mettez de l'eau, vous mettez de la levure et vous laissez fermenter. Ensuite, vous distillez ça. Vous distillez ça, ça veut dire que vous chauffez à 80 degrés. Ah non, ça c'est pour faire du whisky, excusez-moi. Vous filtrez simplement, parce que le whisky c'est de la bière distillée. Vous filtrez simplement, vous ne vous chauffez pas, effacez ce que je vous ai dit avant. Vous filtrez, ensuite vous clarifiez la bière, avec plus ou moins des process derrière, et vous obtenez une espèce de pâte de céréales fermentée. Cette pâte de céréales fermentée, ça s'appelle de la drêche. Soit vous consommez énormément de gaz, énormément d'électricité pour la sécher, et ensuite vous l'exportez. Vous pouvez la donner à manger à des vaches, à des cochons, ils adorent ça. Soit vous l'utilisez humide sur place, et si vous l'utilisez humide, ça se pourrit très vite. Mais si vous mettez des œufs de mouche dessus, avant même que ça pourrisse, vous aurez les larves de mouche qui auront fait leur travail et vous aurez récupéré en économie circulaire un substrat intéressant pour l'alimentation animale. Donc c'est ce principe-là. Et ça a un autre avantage, ces deux types d'insectes par rapport au soja qu'on a vu tout à l'heure, c'est que ce n'est pas saisonné. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de le stocker. Vous produisez des larves de mouche, vous vendez les larves de mouche. Alors que quand vous produisez du blé, vous le stockez dans des frigos pendant 6 mois, voire même 1 an, avant de le vendre. Quand on consomme du blé actuellement, il est dans des frigos depuis le mois de juillet dernier. Et au mois de juin, ce sera pareil.
Et donc, on a consommé énormément d'énergie pour le stocker. Alors que là, on est en économie de production continue. C'est un des avantages. Il y a des désavantages, mais il y a aussi des avantages. Donc, en gros, c'est les deux qu'on retrouve le plus facilement dans les circuits qui sont les circuits d'élevage. Et puis, la bataille réglementaire et économique et médiatique, hein, parce qu'il y a aussi eu beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus, ont fait que les gouvernements européens ont fini par autoriser l'alimentation pour les humains et pour les animaux d'élevage à partir des insectes. Donc ça s'est fait ça en 2021 et on a créé donc une nouvelle matière première. On a créé quelque chose qui n'existe pas au niveau de l'Europe. C'est la première fois depuis sans doute une quarantaine d'années qu'il y a une nouvelle matière première qui apparaît sur les circuits d'alimentation, qui apparaît pour les humains. Et à ce moment-là, ça suit une loi qu'on appelle la loi de Novel Food. La Novel Food, c'est tout aliment n'ayant pas été consommé de manière significative avant mai 1997 est considéré comme étant non autorisé. Je n'ai pas dit interdit, c'est non autorisé. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, vous devez prouver que cet aliment est inoffensif, qu'il est disponible et qu'il a un intérêt nutritionnel pour pouvoir ensuite le déclarer en tant que novel food. Et en particulier, le grand risque vis-à-vis de ces nouveaux aliments, c'est le risque allergie. Je ne sais pas si vous connaissez le dispositif national de Nutrivigilance. En fait, c'est un site web sur lequel vous pouvez vous inscrire et vous dites bah, j'ai mangé tel truc, souvent c'est dans des restaurants un peu exotiques, et le lendemain j'ai eu des boutons, j'ai toussé, mon fils s'est mis à se gratter, etc. Donc on va faire une petite vigilance dessus. Et si vous êtes 10, 20 en France à dire la même chose, le produit va être déclaré comme étant à risque. Donc vous avez des déclarations spontanées, des cas sollicités auprès des fabricants, des cas sollicités auprès des médecins qui font que le dispositif de Nutrivigilance introduit dans les aliments possiblement allergènes les nouveaux aliments de type novel food. Mais tant qu'ils ne sont pas autorisés, on n'a pas le droit de les consommer, donc on ne peut pas savoir si c'est dangereux ou pas. Et donc les gouvernements européens ont pris le risque d'autoriser certains insectes en se disant on verra bien s'il y a des allergies croisées. En particulier, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il pourrait y avoir une allergie croisée avec les crustacés. Pour l'instant, ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de gens allergiques aux crustacés. Ce n'est pas évident, c'est-à-dire que ça ne ressort pas directement. Le problème, quand vous consommez un insecte, c'est que la moitié de ce que vous consommez, c'est l'intérieur du tube digestif de l'insecte. Ça veut dire que c'est ce qu'il a mangé lui-même. Ça ne se vide pas, un insecte. Alors que la plupart des poissons, quand vous mangez un bœuf, vous ne mangez pas l'intérieur du bœuf, l'intérieur de son tube digestif. L'insecte, vous le mangez entier. Donc il faut aussi faire attention à ce qu'on lui donne à manger. Et puis, de l'autre côté, vous avez l'alimentation animale. Donc l'alimentation animale, c'est novel feed. Alors, ça ne s'appelle pas comme ça, mais en gros, c'est autorisation. Et puis, j'ai mis la traduction de ce qui est marqué là. C'est oulala, on n'a pas envie de se prendre une nouvelle crise de la vache folle. C'est-à-dire qu'il a vraiment fallu que la filière dise oui, on est d'accord, on veut bien réintroduire les insectes ou introduire les insectes, hein, parce qu'ils n'étaient jamais présents dans l'alimentation des animaux d'élevage. Mais pour ça, il nous faut une garantie européenne. Donc ça y est, maintenant, vous avez la garantie européenne, vous avez le droit de le faire. Alors c'est vrai que traditionnellement, on utilise des insectes dans des alimentations. Donc en haut à gauche, vous avez des frelons dans une espèce de risotto. Donc ce n'est pas du risotto puisque c'est un plat japonais. Ça ici, c'est plutôt du côté de la Chine. Ça, c'est du côté de l'Afrique, les deux que vous avez là. Il ne faut pas oublier que l'Afrique, c'est des grands consommateurs aussi d'insectes au niveau local. Mais finalement, en Europe, on se retrouve avec une production d'insectes comestibles pour un marché qui n'en mange pas. C'est un peu bizarre, c'est un titre un peu choc, avec ce type de production que vous voyez là, et dans laquelle il va falloir convaincre, maintenant que c'est autorisé, il va falloir convaincre les gens à en manger. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, soit on n'autorisait pas, on en mangeait, et puis après on autorisait, soit on faisait le contraire. Donc l'Europe, par principe de précaution, a décidé d'autoriser avant que le marché n'existe. Traditionnellement, ces alimentations-là sont des alimentations, même si on les retrouve dans les villes, sont plutôt des alimentations de campagne. En France, on n'a pas de passé, on n'a pas de tradition campagnarde de consommation d'insectes, ou au moins on n'arrive pas à identifier. Et ça, c'est valable pour toute l'Europe. Ça veut dire que la filière doit se construire sur d'autres types de consommation que celles qu'on peut trouver dans les pays qui sont des pays un peu exotiques. Ça pose un autre problème aussi, on parlera après. Donc pour les humains, c'est possible, c'est même encouragé par la FAO, parce qu'il y a beaucoup de rapports de la FAO, c'est la Food et Agriculture Organisation au niveau mondial, qui marche en parallèle avec l'Organisation mondiale de la santé.
Donc, il y a une augmentation du nombre de personnes qui sont en condition de famine, on va dire, surtout des gens qui sont déplacés à cause des guerres ou à cause des catastrophes naturelles. 40% de la population mondiale ne peut pas se nourrir convenablement. L'alimentation est différente de la nutrition parce que l'alimentation, c'est ce qu'on mange, la nutrition, c'est ce qui nous nourrit. Vous allez me dire, c'est la même chose? Non, pas forcément. Un nutritionniste, un médecin nutritionniste, il va regarder vos analyses de sang, il va savoir si vous avez du cholestérol ou du diabète. Un diététicien, puisque c'est eux qui s'occupent de l'alimentation, il va dire est-ce que vous préférez les bananes ou les pêches. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même chose en termes de type d'apport alimentaire. Et quand on regarde les insectes, ça c'est une des sources que j'ai trouvées, bon il y en a d'autres, hein, les insectes par rapport aux autres types d'alimentation, on les compare souvent au bœuf, on compare tout au bœuf. Hein. Je vous dirais à un moment, en particulier dans l'environnement, c'est le bœuf émissaire. Il s'en prend plein sur la tête à chaque fois. Ah ouais, le bœuf, c'est pas bien, ouais, faut pas manger du bœuf, tu vas tuer la planète, etc. Personne ne sait ce que c'est qu'un bœuf d'ailleurs, parce que la plupart du temps, c'est une vache de réforme. Donc les gens ils disent, je mange du yaourt, mais je mange pas de bœuf. Oui, bah, tant pis pour toi, qu'est-ce qu'on va en faire? Je ne sais pas. Et donc quand on regarde les quantités de protéines, là vous avez le bœuf, là vous avez un criquet adulte, un verre de farine qu'on a vu tout à l'heure, et puis une larve d'abeille. Ah oui, il y a beaucoup d'endroits dans le monde où on mange des larves des abeilles. Chez nous, ça fait un petit peu bizarre, parce que d'abord ça pique, et puis ensuite c'est mignon l'abeille, et puis il faut sauver les abeilles parce que c'est la biodiversité. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où c'est pas le miel qui est important, c'est le couvain des abeilles. Le calcium, là ici je pense que pour le criquet ils ont un peu déliré parce que là ils ont quand même beaucoup de calcium. En gros dans le bœuf on enlève les os, donc c'est normal qu'on mange pas trop de calcium. Si on mangeait l'os avec, on aurait du calcium. Et puis dans les autres vous avez du calcium parce que vous mangez tout l'extérieur de l'animal et puis qu'il y en a dedans aussi. Et puis le fer hein, a des concentrations relativement différentes selon ce qu'a mangé l'animal et les conditions dans lesquelles vous pouvez les faire cuire ou les manger. Mais en gros, oui, les insectes, c'est une bonne source alimentaire. C'est une bonne source alimentaire au niveau nutritionnel. Au niveau alimentaire, est-ce que vous avez envie d'en manger? Ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on pourrait remplacer pas mal de nourriture animale par des insectes. Le problème, ce serait d'avoir le volume et d'avoir les quantités. Mais on pourrait le faire. Et c'est pareil pour les animaux d'élevage. Alors après, il y a la dimension environnementale. Donc la dimension environnementale, souvent, si vous tapez environnement, nourriture par les insectes, vous tombez sur des choses extrêmement partisanes. J'ai mon fameux bœuf émissaire, là, qui se retrouve toujours en haut de la pile des aliments. Alors, on se débrouille pour le mettre en haut de la pile des aliments d'origine animale, parce que vous savez quel est l'aliment qui est le plus impactant pour l'environnement hors produits d'origine animale, c'est-à-dire au-dessus des produits d'origine animale, encore plus impactant, ramené au kilo produit. Alors, je pense que vous ne le savez pas, c'est le cacao. Ça veut dire qu'au niveau gaz à effet de serre, au niveau consommation d'eau, au niveau pesticides, au niveau augmentation de la pauvreté, etc., c'est le cacao le premier. Le deuxième, c'est le café. Le troisième, c'est le thé. Et ensuite, il y a le bœuf. Et la plupart des gens qui vous donnent des leçons sur le bœuf, c'est des gens qui consomment du café, du thé, du cacao. Bon, c'est comme ça. Donc, nourriture nécessaire pour 1 kilo de bœuf, 1 tonne, c'est normal, le bœuf, il vit 5 ans. Donc 5 ans à manger de l'herbe, ça finit par faire 1 tonne. L'eau, c'est pareil. L'eau, on l'a mesurée comme étant toute l'eau qui tombe sur le champ sur lequel il y a un bœuf pendant 5 ans. Donc 1 hectare, un terrain de foot, vous prenez toute l'eau qui tombe dessus, et puis ça vous donne une quantité qui est énorme. Mais c'est normal, c'est la norme. C'est comme ça qu'on fait. Et puis vous avez le porc, vous avez le poulet, vous avez le criquet. Donc le criquet, c'est fantastique, c'est formidable. Alors il faut faire attention, c'est fantastique, c'est formidable, mais pour l'instant, le modèle de production n'existe pas. C'est-à-dire qu'on compare ce qu'on connaît depuis 50 ans sur le bœuf ou sur la viande bovine, sur le porc, sur le poulet, à partir de ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie. On a rentré tout dans des tables avec des coefficients, correcteurs, etc. On a tout mesuré en laboratoire, on a tout transposé dans des fermes, dans les petites fermes, dans les grandes fermes, etc. Et pour le criquet, on a claqué dans les doigts en se disant on prend un tupperware, on met une sonde devant, une sonde derrière, et puis on verra bien ce que ça donne. Donc tant que la filière n'existe pas, ce genre de chiffre est complètement idiot. Ça veut dire qu'on compare la faïencerie, on dit faïence, de Samadey avec l'usine de porcelaine de Limoges, et puis on dit c'est mieux parce que c'est mieux. Hein. Voilà, on compare des choses qui ne sont pas comparables. Et donc pour l'instant, les insectes ne sont pas rentrés dans la table de référence, qui est la table Agribalise, que je vous conseille d'aller voir juste après cette conférence. La table Agribalise, elle est gratuite, et c'est celle qui recense officiellement l'empreinte environnementale de tous les aliments que nous, les humains, on mange,
à partir de leur mode de production, donc si c'est bio, si c'est pas bio, si c'est local ou autre chose, et à partir du type d'aliment qu'on mange. Vous avez le fameux bœuf, mais vous avez l'agneau, vous avez autre chose, hein, vous avez des produits végétaux, hein, les carottes, etc., qui sont dedans. Donc ça, c'est la table de référence. Et pour l'instant, la production d'insectes ne peut pas rentrer dans la table agribalise, puisqu'on n'a pas tous les éléments qui permettent de constituer cette fameuse analyse de cycle de vie. Alors, je vous l'ai déjà dit, en août 2021, les produits d'origine animale et tous les produits d'origine animale ont été réintroduits, ou l'autorisation a été réintroduite dans les animaux d'élevage, donc pour les volailles par exemple. Bon, les volailles, ce n'est pas des vautours, hein. J'ai pris des photos exprès un petit peu choquantes. Mais en gros, maintenant, une poule a à nouveau le droit de manger des produits d'origine animale. Simplement, la seule chose qu'on a demandé, que l'EFSA a demandé, c'est vous le mettez sur l'étiquette. Vous imaginez bien que les producteurs ne vont pas se risquer à le faire, parce que remettre ça sur une étiquette, c'est se reprendre le boomerang de la vache folle 20 ans plus tard, et donc surtout pas. En revanche, les insectes peuvent se glisser là-dedans. Puisque les insectes sont considérés comme des produits animaux, ce qu'on appelle les protéines animales transformées, alors c'est Processed Animal Proteins en anglais, et donc le porc est autorisé dans l'alimentation des poules. Les protéines de poules sont autorisées dans l'alimentation des porcs, ce qu'on appelle une croisée, et les insectes sont autorisés chez les porcs et chez les poules. Youpi! Maintenant, il n'y a plus qu'à les produire. C'est-à-dire que c'est autorisé, ça veut dire que si le consommateur est d'accord et que la filière existe, on va pouvoir les réintroduire dans l'alimentation des animaux d'élevage, avec ce type de permission et d'interdiction que vous voyez là. Alors, les insectes qu'on mange, pour l'humain, je parle que de l'Union européenne. Qu'on a le droit de manger pour les humains, c'est les vers de farine, Tenebrium molitor, dont vous voyez la date d'autorisation ici. Le criquet migrateur, Locusta migratoria, le fameux, vous savez, qui envahit là, cette plaie d'Égypte et compagnie. Mais celui-là, on n'a pas le droit, puisqu'en fait, ce n'est que des insectes d'élevage qu'on a le droit. C'est issu d'élevage. Élevage en France, élevage dans le monde, si vous voulez, mais que issu d'élevage. Parce que un risque, c'est de refaire ce qu'on a fait pour les poissons. D'aller rechercher des insectes sauvages. C'est assez facile à piéger un insecte. Vous mettez une lumière à un bon moment et vous videz complètement tout le territoire de ces insectes. Et donc, si on va rechercher des insectes sauvages, on va avoir à nouveau un impact négatif sur la biodiversité. Donc ça, il n'est pas question. Et donc, c'est que des insectes d'élevage. Et pour le criquet, on est obligé d'enlever les ailes et les pattes. Donc vous imaginez le travail qu'il y a derrière. Donc autant faire ça dans des pays où la main-d'œuvre coûte pas cher, parce que sinon, c'est quand même assez long à faire. C'est des insectes qu'on peut utiliser entiers. Donc il faut qu'on voit quand même le corps de l'insecte, parce que sinon, ça ne sert à rien de le consommer si c'est de la farine. Et puis un grillon qui s'appelle Aketa domesticus, qui est autorisé depuis février 2022. Il y en a d'autres qui sont sur la liste d'attente, mais bon, c'est ce que vous trouvez, des vers de farine au wasabi, des grillons grillés. Et puis ici, vous avez deux types de produits. Ça, c'est la matière grasse, et ça, c'est la protéine qu'on obtient, par exemple, à partir du ver de farine. Donc ça, c'est autorisé à la consommation en Europe, dans tous les pays d'Europe, y compris la Suisse et la Norvège, qui ont suivi le même principe. Et puis pour les animaux d'élevage, ce n'est pas tout à fait les mêmes espèces. On en retrouve certaines, comme le ver de farine, et un des grillons, qui est ici. Mais il y a deux autres grillons qui sont autorisés. Il y a la mouche soldat, que je vous ai déjà citée tout à l'heure. Il y a la mouche domestique. Ça, c'est assez bizarre. Personne ne va se risquer à faire ça. La mouche domestique, c'est celle qui vous embête, là, qui tourne en rond dans la cuisine. Les larves sont autorisées aussi. Et puis, récemment, il y a eu sans doute la réintroduction, parce que c'est peut-être la seule matière première qui était traditionnellement utilisée, ce sont les chrysalides des vers à soie. Quand vous voulez avoir de la soie, en fait ça c'est la chenille du ver à soie qui tisse un cocon comme ça, et pour pouvoir récupérer le cocon, on le met dans l'eau bouillante. À partir de ce moment-là, évidemment, on tue la pupe, la chrysalide qui est à l'intérieur, et traditionnellement, c'était donné à manger, au moins dans les pays producteurs, c'était donné à manger aux animaux. Et donc, on a réintroduit cette possibilité-là, sachant que la sériculture est une technique qui risque d'être à nouveau à la mode grâce à tout ce qui est biomatériaux, vous voyez, choses comme ça. Parce que c'est de la protéine animale, mais c'est de la protéine animale non digestible, mais en même temps, c'est un des tissus les plus solides, les plus isolants, etc. Donc ça, c'est aussi autorisé. Bon, vous avez les deux espèces de grillons en plus et un autre ver de farine qui est autorisé aussi. Donc ça a tout été autorisé en même temps pour les porcs et les volailles en août 2021.
même si la production est balbutiante, le fait que ce soit autorisé ouvre un nouveau marché maintenant pour ces productions-là. La bioconversion, je vous en ai parlé tout à l'heure, la bioconversion, c'est le fait de transformer de la matière première végétale, que ce soit des déchets ou des coproduits, en quelque chose qu'on peut valoriser derrière, avec une valeur ajoutée, bien entendu. Ça veut dire que si vous avez 1 euro ici, il faut avoir plus d'1 euro de l'autre côté, parce que sinon ça ne sert à rien. Ce n'est pas de la bioconversion, ou au moins ce n'est pas de la durabilité. Les drèches dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est des trucs qui ressemblent à ça. Et puis vous avez aussi alors, des déchets, et puis et des coproduits. Alors si ça c'est produit dans une usine, c'est considéré comme un coproduit. Si c'est produit dans une cantine, c'est considéré comme un déchet. Et la catégorie n'est pas la même, ça veut dire que vous n'avez pas la même possibilité d'utiliser les mouches que vous avez produites derrière. Si c'est un déchet, vous ne pouvez pas utiliser les mouches dans l'alimentation des animaux d'élevage, bon, les larves, et si c'est un coproduit, vous avez le droit de les utiliser. Donc ça veut dire que ça se base quand même sur des filières industrielles. Le risque principal, c'est le risque microbiologique que j'ai représenté ici, surtout pour des matières premières qui sont des matières premières riches en humidité. Mais utiliser des matières premières riches en humidité, ça veut dire aussi limiter les process qui sont les process de séchage, de transport, etc. Donc si vous voulez que ce soit rentable, il faut que ce soit fait comme ça. D'ailleurs, la mouche soldat, qui est ici, était vendue dans les années 70 en Allemagne comme étant un composteur, un organisme composteur domestique. Les gens avaient ça dans leur maison. Je pense que ça sentait un peu, mais ça c'était leur problème. Donc ça c'est la bioconversion. Donc la bioconversion, ça veut dire manger des déchets. Donc un petit sondage. Les déchets, pas moi, mais les autres oui. Genre c'est très bien pour les Africains. C'est bien, ça c'est bien pour les Africains. C'est dangereux pour la santé, en dessous. Hein. Ça c'est peut-être crise de la vache folle, post-crise de la vache folle. Oui, mais si c'est sécurisé, ça c'est des gens qui se pincent un peu le nez, mais qui se disent finalement, bon allez hop, on y va. Souvent c'est les retraités qui disent ça. C'est pas très grave, on y va. Et puis on en mange déjà, ça c'est les gens un peu plus informés. Et donc la réponse c'est on en mange déjà, vous mangez déjà des déchets. Parce que 50% de l'alimentation animale, c'est des coproduits non consommés par les humains. Vous avez ici le disque qui représente ce que mangent les animaux d'élevage. Là, vous avez du blé, vous avez de l'orge, vous avez du maïs, vous avez des céréales et des graines oléoprotéagineuses, des lentilles, etc. Ça, c'est pour la moitié. Mais pour toute l'autre moitié, c'est des drèches, c'est des coproduits, c'est des tourteaux qui servent à faire de l'huile, c'est des déshydratés, c'est des matières grasses, etc. Donc finalement, en alimentation animale, on a déjà une valorisation des déchets. Un porc, par exemple, à 75%, ça mange des déchets. Alors, on va les appeler des coproduits, hein, parce que ce ne sont pas des déchets. Mais, donc ça veut dire que ça existe déjà, et que finalement, la loi autorise le fait de recycler des coproduits et des déchets dans quelque chose qui va être valorisé derrière. Simplement, après, c'est une question de biosécurité, c'est une question de traçabilité, c'est une question d'organisation, et c'est surtout une question d'économie. Parce que vous savez qu'en ce moment, en France, on cherche à réduire énormément notre dépendance vis-à-vis du pétrole et du gaz. On a un truc qui est formidable qui s'appelle un méthaniseur. Un méthaniseur, vous faites un trou, alors un trou un peu isolé, vous mettez des bactéries, souvent qui viennent des crottes des animaux, parce que c'est des bactéries digestives, vous y mettiez de la matière organique, vous mettez un couvercle, et au bout d'un certain moment, ça vous fait du gaz. Le gaz, vous le brûlez, vous faites de l'électricité avec. Mais si vous avez un méthaniseur, vous ne pouvez pas avoir un élevage d'insectes. C'est l'un ou l'autre. Donc, ce qu'on appelle les coproduits en ce moment en Europe, c'est extrêmement convoité. Et nous, notre production agricole et notre production agroalimentaire, elle est surtout en Bretagne. Et la Bretagne, c'est très très loin de la Hollande. Il peut s'en passer des choses quand un camion part de Hollande et essaye d'arriver en Bretagne. Il peut s'en passer des rachats et des choses comme ça. Donc on a une concurrence. J'avais organisé une journée à Tours sur l'alimentation des animaux d'élevage par les insectes. Et ben, les gens des filières porc n'étaient pas du tout contents qu'on prenne le son de blé, qu'on cultive des insectes avec, et donc on empêche les porcs de manger du son de blé. Hein, donc la concurrence vis-à-vis des coproduits, elle existe déjà. Donc ce n'est pas forcément un argument social ou un argument économique, c'est plutôt un argument industriel et environnemental. Le fait de recycler comme ça de la matière première et des coproduits. Donc il y a une nouvelle filière de l'alimentation, de la fourche à la fourchette, qu'on ne connaît pas encore, qui serait faite sous la forme d'acquisition de matières premières, de préparation, de collecte, d'élevage. Lorsque la filière sera suffisamment décrite, lorsqu'elle marchera, comme celle des œufs par exemple, ou du lait, ou de la viande, ou même des lentilles, on arrivera à la décrire parce qu'elle aura une base qui sera une base de fonctionnement au niveau de son analyse de cycle de vie. Pour l'instant, on ne le sait pas trop, on ne sait pas trop comment ça marche. Nous, au niveau scientifique, on est très courtisés par les gens qui veulent optimiser tout ce qui est adulte et production des œufs, parce que en fait,
c'est le début de la valorisation, mais on peut penser qu'ils veulent copier un petit peu sur ce qui se passe dans le domaine des volailles ou dans le domaine des poissons, sur la génétique, sur la transformation des produits. Vous savez qu'en France, on n'a pas le droit de créer, d'utiliser des OGM. Mais en Corée, on a le droit. Il y a longtemps qu'ils ont fait une bouche OGM qui pousse beaucoup plus vite que les nôtres, etc., etc. Hein, vous voyez, donc tout ça, c'est un monde industriel qui est en train de se mettre en place. Et donc, pour l'instant, on ne sait pas trop à quoi ressemblera la filière qui est la filière d'alimentation à partir des insectes, sans doute avec une partie directe qui arrivera chez les humains, et puis une partie qui passera par les animaux d'élevage, avant de revenir ensuite en économie circulaire sur les insectes par le biais des déjections des animaux, et puis ensuite, d'une manière ou d'une autre, chez les humains. Et pour ça, il y a des tas de verrous. Je n'ai pas mis tous les verrous qui étaient les verrous législatifs là-dessus, mais il y en a quand même pas mal, avant que les insectes soient entièrement intégrés à tout ce qui est chaîne d'alimentation. Donc, c'est filières de l'alimentation 2.0, je les ai appelées comme ça. Alors, le dernier problème, c'est que les insectes sont des animaux d'élevage. Donc ça, c'est une vache limousine dans un champ avec son veau. Tout le monde trouve ça formidable, mais c'est quand même le bœuf émissaire, hein, rappelez-vous. Hein. Donc ça, c'est des dindes en élevage. J'ai fait exprès de prendre la photo un peu accroupie. C'est vraiment impressionnant, on dirait un troupeau de dinosaures. Elle ne voit jamais la lumière parce que j'ai pris la photo il y a une quinzaine d'années. Maintenant, il y a des fenêtres un peu partout. Et donc, c'est vraiment la photo. Vous l'envoyez sur les réseaux sociaux en 10 minutes. Vous avez des pétitions, vous avez des machins partout. Donc, il y a des tas de controverses là-dessus. Hein. Sur les deux, hein, vous avez des controverses. Donc, on comprend, nous, au niveau agronomie, hein, mais vous aussi, vous pouvez le comprendre, que les élevages ne sont pas simplement des animaux qu'on tue pour les manger. C'est aussi toutes des filières qui interagissent avec les cultures, qui ont des liens avec l'environnement et le climat, qui ont des enjeux sociaux et culturels. Il y a qu'à voir, bientôt, il y a le salon de l'agriculture qui va s'ouvrir à Paris. Faites l'annonce, le salon de l'agriculture n'aura plus d'animaux parce que ce n'est pas bien pour les animaux et la planète. Vous allez voir le nombre d'entrées. Hein, si vous dépassez les 10 000, c'est que vraiment vous avez de la chance. Et encore, les gens se sont trompés. Hein, alors qu'on frise normalement le million de visiteurs. Donc, les marchés en eux-mêmes, les traditions, le travail, les emplois. Donc, tout ça, c'est la durabilité des filières animales. Donc, évidemment, on ne la connaît pas avec les insectes, mais on commence à avoir des problèmes, et des problèmes qui sont des problématiques. La problématique du bien-être animal. Il y a de plus en plus d'articles sur le fait que les insectes, étant des animaux d'élevage, on doit définir quelles sont les règles dans lesquelles ils expriment un comportement naturel et ils sont dans des conditions de non-mal-être, voire même de bien-être. Vous savez que pour les porcs et les volailles, on en est à mettre des jouets à l'intérieur des élevages. Hein, pour les volailles, c'est des ficelles qui pendent avec des boules au bout. Pour les porcs, ce sont des espèces de bâtons dans des gouttières que les porcs peuvent monter et descendre comme ça pour s'amuser, ou des chaînes à mâchouiller. Vous imaginez, pour les insectes, on en est quand même relativement loin. Hein, donc il y a des réflexions à ce niveau-là. Et on n'a pas forcément toute la science qu'il faut pour pouvoir les expliquer. On a la traçabilité, je vous l'avais dit, on produit chez nous, mais on va presser à un autre endroit, puis on va faire revenir la graisse, et puis ça vient d'où? Ah, c'était la mouche OGM de la Corée. Ah ben je ne l'avais pas vu. Bah, tu ne l'avais pas vu, mon gars. Quand tu mets du cheval à la place du bœuf dans la lasagne, tu le sais bien, donc là tu dois le savoir aussi. Donc on a toute la traçabilité, on a toute la problématique environnementale, et là je pense que j'ai suffisamment insisté pour vous dire que tant que la filière n'était pas en place, on ne pouvait pas la connaître, on ne pouvait pas la calculer, cette problématique environnementale, en termes de stockage, en termes d'impact vis-à-vis du climat et des choses comme ça. La santé, on a parlé des allergies, mais il y en a peut-être d'autres. La biosécurité, est-ce qu'on n'est pas en train de multiplier un pathogène, un virus, un truc qu'on n'a pas vu venir? La listeria de l'an 3000 là, qui va débarquer avec ça, on ne sait pas. La qualité certifiée, le label, le bio, tout le monde nous dit oh, les insectes c'est bio, c'est formidable. Moi je me tais, mais non, c'est pas bio. Et ça ne pourra pas l'être, puisque la matière première en elle-même, c'est de la bioconversion. Ah, mais je ne vais pas prendre de la drèche bio, spécialement bio, et demander au brasseur bio de me ramener ça pour aller faire du bio. Ça va, hein. Vous comprenez le truc, hein? Le transport, la mise à mort. La mise à mort qui fait partie du bien-être animal. Attention, on ne dit pas l'abattage. L'abattage, dans le dictionnaire, c'est réservé aux animaux qui ont des pattes, parce qu'ils abattent, ils tombent. Une larve d'insecte, ça n'a pas de pattes. Et donc, ça ne peut pas tomber. Donc, ce n'est pas abattage, c'est mise à mort. Et là, on utilise beaucoup ce qui est fait chez les poissons. Vous savez que les poissons d'élevage doivent avoir, en Europe, un procédé de mise à mort. Souvent, c'est un procédé de mise à mort par le froid ou par la privation d'oxygène. C'est pas terrible, mais bon, on les met dans une eau qui contient moins d'oxygène, en fait, ça les étourdit. Le principe de l'étourdissement, c'est que ça doit être réversible. Ça veut dire qu'à la fois, le froid ou la privation d'oxygène doit être réversible,
puisque la mise à mort, c'est la saignée de l'animal. Aller saigner une larve de mouche, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Qu'est-ce qu'on va faire pour faire cette mise à mort, sachant que ça doit être politiquement correct, parce que finalement, la filière, elle s'en fiche un peu. Les races, les lignées, est-ce qu'on va avoir des lignées qui mangent mieux la luzerne et d'autres qui mangent mieux les pots de banane? Peut-être. Les analyses, les contrôles, l'étiquetage, etc. Donc ça, c'est des problématiques qui sont des problématiques actuelles, qu'on va retrouver à la fois pour l'alimentation humaine et pour l'alimentation animale, sur lesquelles, pour l'instant, tant que la filière n'existe pas, on progresse doucement et on n'a pas vraiment de solutions qui soient des solutions toutes faites. On est très, très, nous, en tant que scientifiques, attentifs à tout ce qui est bien-être animal. On reçoit énormément, on sent bien dans les communications que c'est des gens qui sont un petit peu virulents par rapport à l'élevage des animaux, surtout quand ils ont vu les grandes fermes que vous avez vues au départ, qui ressemblent à tout sauf à une ferme. Ils se posent la question de savoir dans quelles conditions sont les animaux, etc., etc. Et donc on réfléchit un petit peu à ça. D'ailleurs, bientôt au mois de mai, il y a un colloque qui sera spécialisé sur cette thématique à Tours. Et donc on va se retrouver avec le triangle que je vous ai mis au début, manger des insectes ou faire manger des insectes, pour avoir une dimension environnementale, une dimension économique, une dimension sociétale qui soit durable, parce que ça ne sert à rien de mettre un truc et puis l'oublier un petit peu après, parce que c'est vraiment une filière industrielle qui se met en place. Pas industrielle au mauvais sens du terme, industrielle au sens organisation. Hein. Et donc, ce que je voulais vous dire par rapport à mon introduction, c'est que manger des insectes, c'est en fait une réévolution, dans le sens où on va prendre des éléments qui sont des éléments existants et on va les faire réévoluer à partir de ces filières, à la fois pour l'alimentation humaine et pour l'alimentation animale. Voilà, j'ai terminé. Place à la discussion. J'avais le micro, mais ce n'était pas pour les enceintes, c'était pour les gens qui sont au bout du monde. Merci d'avoir hoché la tête de temps en temps. Vous n'avez pas fait ça. Bon, vous êtes prêts à manger les insectes? J'en avais pas apporté, je vous dis tout de suite. Non? Vous en avez déjà mangé ou pas? Non? Vous non plus? Non plus. Ouais. Ah oui, alors on en mange sans en manger. Hein. Il y a même des gens qui disent, alors je ne sais pas si c'est vrai, que quand on mange du végétal, on tue plus d'insectes que quand on mange des insectes. Pourquoi? Ça reprend ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les insectes qu'on mange, on n'a pas besoin de les stocker. Et la plupart de ce qu'on appelle les pesticides, qui sont en fait des insecticides pour ce qui nous concerne, sont utilisés pendant le stockage. Vous savez, quand un journaliste fait un reportage sur les pesticides, il vous montre toujours un tracteur dans un champ. Mais on utilise peu d'insecticides dans les champs. On en utilise beaucoup pendant le stockage. D'ailleurs, si vous achetez de la farine et que vous oubliez un petit peu dans votre placard, je pense qu'elle va être habitée au bout d'un certain temps. Ma femme connaît bien ça. Et que donc, on protège nos denrées avec des insecticides. Alors la farine bio et pas bio, oui, souvent la farine bio, en plus, elle a déjà les bêtes à l'intérieur, pour la rendre un peu crédible. Et donc la farine bio, moi je vous conseille de la mettre au congélateur pendant une semaine ou deux avant de pouvoir l'utiliser après, parce que là, vous allez zigouiller les insectes qui sont à l'intérieur. Après, vous aurez ces morts sur la conscience. Hein. Tant pis pour vous si vous ouvrez les yeux la nuit et vous vous dites j'ai tué tous les bébés. En plus, c'est des bébés hein, que vous avez tués. Hein, donc ça, tant pis pour vous. Mais le fait de se pencher un petit peu sur la question de qu'est-ce qu'on étudie chez les insectes, nous, ça nous fait aussi une révolution au niveau de notre laboratoire. C'est-à-dire que moi, j'ai une collègue, par exemple, qui travaille sur les virus des insectes. Elle me dit, mais pendant 20 ans, on m'a demandé de tuer les insectes. On m'a demandé quels étaient les virus qui pouvaient les zigouiller, parce qu'on voulait en mettre dans les denrées stockées, dans les cultures, même sur les tissus, les papiers peints, etc. Et puis tout d'un coup, on me demande comment les soigner, puisque c'est les insectes d'élevage. Elle me dit, mais je ne suis pas prête, moi. Je ne suis pas prête à faire ça. Alors, évidemment, elle dit ça en rigolant, mais le paradigme lui-même, l'insecte devient un animal d'élevage, c'est vraiment quelque chose qui est chamboulant pour toute cette partie de cette science. C'est comme si quelqu'un qui étudiait les mauvaises herbes, tout d'un coup, on lui disait, mais si, on va les favoriser, on va les cultiver. Il ne sait pas faire. Il ne sait pas faire et c'est normal. Voilà. Il n'y a pas des farines à base d'insectes? Si. On trouve des farines d'insectes, on trouve des poudres d'insectes, on trouve des insectes grillés entiers et autres. Alors pour l'instant, la plus-value en alimentation humaine, c'est que l'insecte soit visible. C'est l'effet Fort Boyard, c'est l'effet je me suis fait un petit peu peur et j'ai mangé quelque chose qui me rebutait au départ. Parce que si ce n'est pas visible, bah, vous perdez complètement cette notion d'aliment récréatif. Il y a une société en particulier qui s'appelle Gemini's,
qui est basé plutôt dans côté de l'Auvergne, je crois, et qui fabrique des biscuits apéritifs, des snacks apéritifs à partir d'insectes. Si l'insecte n'est pas visible, ça ne sert à rien. Il y a des gens qui ont essayé de lancer des pâtes alimentaires avec des poudres d'insectes à l'intérieur. Donc il y en a 5 ou 6%. Mais finalement, à part de dire qu'il y a des insectes dedans, oui, c'est un drôle de goût, c'est fini. C'est comme si vous aviez fait une sauce bolognaise avec des yeux de bœuf. Ça fait un peu dégueulasse au départ, mais si l'œil n'est pas visible, vous le mangez. Je sais pas, vous mangez du cervelas, ça vous arrive si vous mangez de la viande? Non. Si un jour vous mangez du cervelas ou de la saucisse de Francfort, je regrette, mais c'est plus de la gencive et de l'oreille que du beau morceau de viande. Hein. Je suis désolé pour votre prochaine choucroute, mais et pourtant une oreille de porc, c'est une drôle de tête. On a vraiment l'impression de manger son copain, copain comme cochon. Donc c'est cet aspect-là. Après, les farines d'insectes existent. On n'a pas encore pour l'instant trouvé leur utilité en alimentation humaine en tant que produit diversifiant. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que ça apporte de plus que ce qu'on pourrait trouver soit dans le domaine du végétal, soit dans le domaine de l'animal. Par exemple, il y a un produit qui est visé par l'industrie pharmaceutique qu'on appelle le chitosan. Et le chitosan, c'est un produit souple. Ça ressemble au film Cellofray, au film alimentaire. Simplement, c'est fabriqué à partir de la chitine. Et la chitine, c'est un des éléments constitutifs de l'exosquelette des insectes. Ça veut dire que tous les individus qui sont morts dans les élevages, sur lesquels on pourrait extraire la chitine, c'est des procédés chimiques, donc de toute façon les bactéries ne vont pas résister, hein, on pourrait utiliser ça. Mais le problème, c'est que l'industrie de la crevette produit tellement de chitine, puisque la crevette et les insectes ont à peu près le même type de squelette, que ça ne sert à rien de lancer de la chitine spéciale insecte. On n'en a pas besoin. On a tellement de production avec les crevettes qu'on vous vend déjà décortiquées. On récupère les carapaces, on extrait la chitine, que la chitine des insectes, on ne sait pas trop pour l'instant ce que ça nous apporterait, à part d'être produit chez nous, au lieu de venir de Madagascar, parti en Arabie Saoudite, revenu peut-être je ne dis plus en Ukraine, maintenant je dis en Lettonie, et ensuite revenu chez nous. Parce que c'est des industries qui sont des industries mondiales. Mais pour l'instant, la poudre d'insectes existe, mais elle n'a pas encore trouvé son marché. Et c'est vrai que l'industrie cosméto se méfie, parce qu'elle est tellement devenue végétale que retourner à l'animal, bon, il y en a un petit peu, on vous vend de la poudre machin au venin d'abeille. Ça, c'est le grand truc, c'est formidable. D'abord, il y en a 0,004%, et ensuite, l'abeille a quand même quelque chose d'assez médiatique comme type de production. On vous vend des trucs au venin de serpent, on vous vend l'acide hyaluronique, on ne vous dit pas c'est du squelette de requin, mais bon, on se débrouille quand même pour le mettre dedans, mais on en met tellement peu que le produit en lui-même n'a pas une réelle implication sur la qualité du produit final. Par rapport aux années 1985, où un tube de rouge à lèvres, c'était du gras de bœuf et du gras de baleine. Maintenant, c'est de l'acide, c'est de l'huile de palme, hein, estérifiée, mais c'est de l'huile de palme, ou de l'huile de coco. Donc, on n'a pas encore trouvé ce qu'on allait en faire. On sait qu'il y a une mine de molécules et d'effets qu'on pourrait obtenir à partir de ces produits-là. Et pour l'instant, l'industrie n'a pas tellement envie de se dépositionner et de se repositionner sur ce qui est insecte. En revanche, le moteur, c'est la bioconversion. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé mieux que les insectes pour transformer de la matière végétale. Et là, on est énormément aidé par les nouveaux décrets déchets qui obligent tous ceux qui produisent des déchets à les trier à la source et à avoir à disposition des filières qui s'organisent du déchet végétal, du déchet de cantine, et des choses comme ça. Donc là, oui, là, il y a quelque chose. Il y a un truc un peu magique avec les larves d'insectes, c'est que vous prenez un tas de déchets non triés, vous videz vos poubelles pendant un an, vous mettez les larves d'insectes dessus, elles ne mangent que la matière organique. Ce qui fait qu'une fois que les larves d'insectes sont sorties, parce qu'elles sortent toutes seules du tas pour aller faire les pupes, vous n'avez plus que le plastique. Et ça, c'est quand même pas mal. Alors, au niveau industriel, on imagine mal comment ça pourrait fonctionner, mais au niveau d'une petite collectivité ou autre, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. C'est ce genre de choses qui est un petit peu réfléchi sur cette partie bioconversion. Voilà. Bon appétit. Mais ça, ce serait pas pour produire de l'aliment. Ce serait pour produire des carburants, ce serait pour produire d'autres types de production dont on ne se sert pas pour l'alimentation ni humaine ni animale. Il ne faut pas oublier que l'alimentation animale est plus contraignante que l'alimentation humaine. Prenez la crise de la vache folle. La crise de la vache folle, on a supprimé les produits à base d'animaux dans l'alimentation des poules et des cochons. On ne les a pas supprimés pour les humains. D'accord ? On a gardé nos raviolis et compagnie. Donc l'alimentation humaine est moins contraignante que l'alimentation animale.
en termes d'autorisation, en termes d'étiquetage, en termes de traçabilité, etc. Il y a beaucoup de choses que les humains mangent et que les animaux n'ont pas le droit de manger. Voilà. Il y a des gens sur Internet, vous savez pas? Oui? Ils réagissent? Non? Ils dorment? Ils ont lancé l'enregistrement? Très bien. Je vais vous rendre le micro alors. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous d'avoir rejoint